Et les amis, vous savez à quoi ça ressemble un Jaguar à l'intérieur? Bonjour et bienvenue aujourd'hui aux présentations de l'IHEDN. On est sur le site de l'école militaire et on a la chance d'être accompagné par le colonel Geoffrey. Mon colonel, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a comme bel appareil derrière vous? C'est le Jaguar, l'engin blindé de reconnaissance et de combat, le successeur de l'AMX-10 RC. Il est destiné à terme à équiper tous les régiments de cavalerie médiane, 7 unités, avec 300 unités qui ont été commandées au titre de la LPM. Alors déjà, première question, il y a combien de personnes dans un véhicule de cette taille? C'est un équipage de 3 personnes, un pilote, un tireur et un chef d'engin. Et alors, il a énormément d'excroissance sur le dessus. Donc c'est-à-dire qu'on gagne énormément en capacité, certainement de détection. Par contre, on a un canon qui est quand même un peu moins puissant, c'était du 105 mm par le passé. Alors, vraiment les évolutions, ça va être quoi? C'est maintenant un canon de 40 mm, c'est vrai, qui succède au canon de 105, mais ce n'est pas que le canon qui succède au canon de 105, c'est la combinaison de 40 mm et du missile MMP. Le MX-10 RC n'avait qu'un canon en armement principal. Là, il y a une combinaison de deux systèmes qui lui permet d'engager tout type de cible, du petit véhicule, du groupe de fantassins ou du blindé lourd, et à une distance qui va jusqu'à 4000 mètres. Donc on augmente quand même sa létalité et sa portée. Tout à fait. On augmente sa puissance de feu avec la jonction du missile, et le choix du 40 mm est cohérent avec la volonté de vouloir en faire du Jaguar un engin apte au combat en milieu urbain, puisque la compacité du canon de 40 permet l'élévation du tube à 45 degrés, et le rend donc tout à fait apte à tirer sur tous les étages d'un immeuble de 100 mètres de haut, donc 33 étages, lorsqu'il est lui-même à 100 mètres de l'immeuble. D'accord. Et il a un débattement négatif? Il peut descendre? De 15 degrés, effectivement. 15 degrés. Donc là, on peut tirer dans les tranchées parce qu'on sait que c'est un défaut sur certains véhicules, notamment soviétiques. On pouvait tirer qu'à l'horizontale. Sachant qu'on a aussi la possibilité de faire jouer les suspensions du véhicule de l'avant vers l'arrière et donc d'incliner, s'il le faut, encore plus vers le bas ou vers le haut. Mais ça veut dire qu'on imagine utiliser ce véhicule également en combat urbain? En tout cas, dans ses choix de développement, il a été débarrassé de tous les défauts de naissance qu'ont les engins blindés pour le combat en milieu urbain. Déjà, je l'ai expliqué sur la capacité à tirer en site positif, mais également de manœuvrer facilement, puisqu'il a un train directeur à l'avant et semi-directeur à l'arrière, donc ce qui réduit son rayon de braquage, et le pilote bénéficie de caméras tout autour de l'engin pour pouvoir manœuvrer sans avoir à sortir la tête. Lui, il va être coordonné avec tous les engins de Scorpion. Ouais. Ça veut dire qu'on va imaginer, je ne sais pas, on a des Serval. Il y aura combien de Serval qui vont travailler avec lui quand on imagine un GTIA par exemple? Alors déjà, l'unité de base qui va employer le Jaguar, le peloton Jaguar, ce sont 4 Jaguars et 4 véhicules d'accompagnement, donc VBL actuellement et VBAE plus tard. Donc déjà, c'est 8 véhicules à disposition du chef de peloton. Pour constituer un sous-groupement tactique interarmes, donc l'équivalent d'une compagnie au combat, il y aura 3 de ces pelotons avec une section d'infanterie, donc sur Serval ou sur Griffon, une section de combat génie qui sera certainement sur Griffon, des observateurs d'artillerie, etc., etc. Et c'est un ensemble cohérent pour lequel tous les effets de chacun vont s'additionner et produire une réelle plus-value. Excellent. Est-ce qu'on peut en faire le tour? Bien sûr. Première chose, je vois ici, je suppose que le pilote est ici. Oui, le pilote est dans la trappe centrale. Lorsqu'il est installé à sa place, vous avez le volet avec les 3 épiscopes qui vient se refermer sur lui. Et donc lui donner à la fois la visibilité avec ces 3 épiscopes et également la protection du blindage. Le chef d'engin et le tireur vont monter sur la tourelle et descendre dans leur emplacement par le toit. D'accord. Donc là, on est d'accord, le MMP, c'est le missile qui est aussi téléopéré, c'est-à-dire que depuis l'intérieur, le pilote peut continuer à l'opérer, y compris sur des cibles qu'il ne voit pas directement, c'est ça? Oui, le tireur pourra tirer le missile en utilisant sa caméra pour désigner la cible, et ensuite le missile part et se dirige de façon autonome vers sa cible. Mais le tireur gardera en permanence le contrôle sur le missile et pourra lui demander en cours de vol de changer de cible. C'est ce qu'on appelle du tir et oubli avec homme dans la boucle. Ok. Il y a 2 missiles prêts à tirer dans le pod et 2 autres missiles en réserve dans l'engin. Est-ce qu'on peut regarder les capteurs qu'on a sur le dessus? Bien sûr. Donc à droite, c'est un ensemble numérique de caméras avec voie jour, voie nuit, aussi bien par intensificateur de lumière que caméra thermique. Ça emporte un télémètre laser pour déterminer les portées, mais également un pointeur laser qui permet de désigner des cibles, soit à d'autres véhicules à côté ou à des fantassins débarqués. Là à gauche, il y en a un deuxième. Donc il y a une lunette optique, ce qu'on pourrait tout simplement comparer à un périscope dans un sous-marin, qui est aussi pour l'usage du chef d'engin.
Pourquoi un périscope simple alors qu'on a déjà une boule numérique? C'est parce que la boule numérique fonctionne à l'électricité. Là, on a un système qui est donc robuste à certaines pannes électroniques de l'engin, puisqu'il continuera à fonctionner tant qu'il fait jour. D'accord. Sur le dessus, on reconnaît le système acoustique qui permet de définir l'origine d'un tir. Oui, le système SLA, qui, en captant à la fois le départ de coup et en suivant l'onde sonore provoquée par le projectile dans l'air, va déterminer une distance approximative et une direction, une provenance du tir, ce qui donne une idée sur le terrain de où se trouve la menace. À côté, je vois qu'il y a aussi un canon sur le dessus. Bien sûr, c'est une mitrailleuse de 7,62 qui peut être servie soit par le chef d'engin, soit par le tireur. Depuis l'intérieur de l'engin, évidemment. Elle tourne autour de la boule optronique dont on parlait précédemment. Juste devant nous. Également un ensemble optronique et numérique, le même que celui qui est à disposition du chef d'engin, et cette fois-ci pour l'usage du tireur. D'accord, donc chacun est indépendant, ils ne sont pas obligés de tous regarder au même endroit. Exactement, et chacun peut regarder dans une direction différente. Le chef d'engin partir à la recherche de cibles successives, alors que le tireur traite des cibles déjà désignées. Excellent. On voit devant nous un certain nombre de types d'obus différents. Oui. Alors, ce sont les munitions qui sont tirées par le Jaguar. Ce sont des munitions de 40 mm qu'on appelle télescopées, ce qui signifie qu'avant le tir, le projectile se trouve encartouché à l'intérieur de la munition dans la poudre. L'intérêt de ce type de munition, c'est qu'on gagne en compacité, avec une forme qui le rend parfaitement manipulable par des systèmes automatisés. Le chargeur automatique de l'engin emporte 63 coups de ce type-là, et cette compacité de la munition permet d'avoir très peu d'encombrement du canon à l'intérieur de la tourelle. C'est ce faible encombrement qui permet l'élévation du tube à 45 degrés. Et alors, il existe donc des munitions qu'on va appeler cinétiques, donc un obus en acier simple qui va seulement produire un effet d'impact sur la cible. Vous avez les munitions anti-blindage, donc des munitions perforantes de type obus-flèche qui sont déjà connues dans la cavalerie. Munitions explosives à l'impact et munitions explosives programmables. Programmable en temps, pour nous en fait ça veut dire en distance. C'est-à-dire au moment où je fais la télémétrie pour dire à quelle distance se trouve ma cible, cette télémétrie va donner l'information à la conduite de tir à quel moment de sa trajectoire la munition doit exploser. Cette information est transmise à la munition par une bague en cuivre métallique quand la munition est chambrée. Le chargement de ces différents obus, ça se fait à la main ou alors ça se fait à la main à l'intérieur dans le chargeur automatique, donc jusqu'à 63 coups. Et ensuite, il y a dans l'engin 178 coups emportés par l'engin. Excellent. Ça, ce sont deux caméras au profit du pilote pour permettre le pilotage de nuit. Il y a une caméra intensificatrice de lumière et une caméra thermique. Le choix d'avoir deux types de caméras, il y a une idée de résilience, mais aussi parce que le grain, le rendu ne sera pas le même. Et lorsque les conditions de nuit avec une lune suffisamment brillante le permet, l'intensification de lumière donnera une image plus réaliste que l'imagerie thermique. L'imagerie thermique est vraiment rendue nécessaire que dans les nuits la plus noire possible. On a quand même un rétro, moi ça me plaît. Oui, et rétro avec des givrages automatiques. Le rétroviseur est destiné à être démonté au combat, évidemment. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est le capteur qui est ici? Alors, ça, ce n'est pas un capteur, c'est le support de l'antenne du système barrage, qui est le brouilleur multifréquence de nouvelle génération et qui équipe tous les véhicules de l'armée de terre. C'est-à-dire que c'est pour éviter à une IED de pouvoir se déclencher? Tout à fait, c'est ce qui va permettre de brouiller les signaux de déclenchement des IED au passage des véhicules. D'accord. Donc là, l'antenne, elle est cachée aujourd'hui, elle est confidentielle? Elle n'a pas été montée dessus parce qu'il y avait déjà beaucoup de choses à montrer sur le véhicule. On le voit, oui. Alors si on va à l'arrière, là par contre, ça ressemble à une optique à 360? Oui, c'est la caméra Antares. À cause de la forme spécifique de la tourelle, on en a mis deux pour reconstituer ce bandeau d'image à 360 degrés. Et cela permet d'avoir une surveillance automatisée par un système de traitement d'image que fait le véhicule, que fait le système de combat Scorpion de l'engin, et de générer des systèmes d'alerte pour l'équipage en fonction d'un mouvement qui paraîtrait suspect, une forme qui paraîtrait suspecte ou une télémétrie, donc un faisceau laser qui arriverait sur l'engin.
On sait qu'il y a de plus en plus de missiles anti-chars qui sont désormais désignés par laser et donc ça va le détecter également. Bah, de la désignation laser pour guider un projectile ou tout simplement une télémétrie qui donne une valeur qui est un préalable pour le tir d'un autre engin blindé. Alors là, on a toujours des lanceurs. Oui, lance-pot de système de défense rapproché d'engins blindés, le DREB, qui peut être le cas le plus général, c'est du fumigène avec adjonction de particules thermiques qui vont provoquer un écran à la fois visuel et thermique pour brouiller les systèmes de guidage de missiles. On peut également avoir des systèmes pour la défense contre de la foule hostile à base de billes en plastique. Et là, à droite de la tourelle de sortie, qu'est-ce que c'est? Et donc là, à côté du volet, c'est une sonde, c'est la sonde aérologique de l'engin qui va donc capter le vent et transmettre ses paramètres de conditions météorologiques au système de tir pour la prise en compte par la conduite de tir lors des phases d'agression. D'accord, donc quand on tire, ça prend en compte les courants d'air autour de nous. Bah, le vent, la pression atmosphérique, ce sont quand même, lorsqu'on veut faire du tir de précision, des paramètres qui vont jouer sur 1 mètre à gauche, 1 mètre à droite ou 1 mètre en distance. Donc c'est important de les prendre en compte. Parce qu'on a quoi comme portée opérationnelle? Sur le canon de 40 qui équipe le Jaguar, la portée pratique c'est 1500 mètres. Le MMP, lui, est moins sensible à ces phénomènes météorologiques et sa portée de combat est donnée à 4000 mètres. Excellent. Et là, on voit les caméras pour être attention. Ça, c'est le. La caméra pour le pilote, la caméra de recul. Là-dessus, il a sur le Jaguar, grâce à 4 caméras sur les côtés, une derrière et 2 devant, il a une autonomie quasi complète pour manœuvrer son engin lorsqu'il y a des obstacles sur la route, entre 2 immeubles, dans un passage étroit. Il n'est plus obligé de dépendre de quelqu'un pour le guider. Et ici, c'est le pod des missiles. Lorsqu'ils sont levés, on voit qu'on ouvre la porte, ce qui permet le dégagement de la petite flamme au départ du coup, qui ne resterait pas donc à l'intérieur du coffre. Donc lorsque le pod se lève, cette trappe-là s'ouvre. Cette trappe s'ouvre, ok. Et ici, cette excroissance qu'on voit là, c'est le deuxième support pour le système barrage, le système de brouillage multifréquence. Est-ce que les pneus peuvent être sous-gonflés? Les pneus peuvent se gonfler, se dégonfler à la demande, de façon centralisée par le pilote depuis son poste de pilotage. C'est un système commun à tous les véhicules de la gamme Scorpion, le Serval, le Griffon. Et d'ailleurs, le pneumatique et la jante sont communs à tous les véhicules pour des questions d'empreinte logistique. Il y a une communalité de ces pièces de mobilité. Donc là, tout ça, c'est des trappes techniques, rien de particulier. Trappes ou des coffres de rangement, en fonction. Ah, on part en vacances, on peut remplir les bagages. Bah, le Jaguar a été dimensionné pour des missions de combat de 36 heures, donc tout ce qui doit servir à l'équipage pendant les 36 heures rentre dans tous ces coffres. Bon, ça y est, on est au-dessus. Regardez ça. Alors, on va vous montrer. C'est ici qu'ils vont rentrer. Alors, c'est super spacieux à l'intérieur. Justement, oui, la très grande compacité du canon permet de libérer la place centrale de la tourelle qui normalement est occupée par l'artillerie. Donc là, il y a une vraie différence entre la tourelle du Jaguar et la tourelle du Leclerc, par exemple. Donc devant nous, effectivement, on voit les systèmes optiques, les périscopes, beaucoup d'écrans de contrôle. Et donc le tireur est à gauche ou à droite, hein? Le tireur est à gauche et le chef d'engin est à droite. Okay. Et je suppose que tous ces capteurs, il y a des automatismes qui permettent de remonter automatiquement des alertes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de retour en permanence de chacun de leurs capteurs? Disons que les capteurs qui sont issus du combat Scorpion, c'est-à-dire le capteur acoustique, les caméras Antares, sont des systèmes qui sont gérés de façon autonome par l'engin et qui vont provoquer des remontées d'alerte d'abord à l'équipage, puis ensuite ces alertes vont se diffuser via la bulle Scorpion au véhicule à proximité. Et là, on est sur un véhicule modulaire, c'est-à-dire qu'on peut retirer ou rajouter des capteurs en plus, ou alors c'est vraiment, ils seront tous avec ce modèle aussi complet? Alors, pour le Jaguar, on a une version quasiment unique de livraison avec vraiment des tout petits détails sur certaines caméras qui pourraient ou ne pas être livrées. Mais pour tout ce qui est visible là, on est sur le Jaguar. Ça, c'est le modèle de base. Voilà, modèle de base. Ok. Et alors, ce qui n'est pas le cas des Griffons qui par contre peuvent être plus ou moins armés, mais dans le cadre de la bulle, est-ce qu'on pourrait imaginer une coordination des capteurs ici et là-bas pour encore améliorer par exemple la précision, ou alors ils sont vraiment chacun autonomes? Bah, chacun va générer un résultat et lorsque dans le système de commandement
les différentes alertes vont se superposer, bah, ça va confirmer la présence de la menace à cet endroit-là. C'est de la fusion de données comme dans les Rafales. Excellent. Et là, lorsque la situation permet de travailler tête-sortie pour le chef d'engin, il va avoir une recopie des informations principales sur ce petit écran déporté à l'extérieur. Et le canon de 7,62, il est téléopéré ou alors c'est... Oui, il est téléopéré, il ne peut pas être opéré à l'extérieur. C'est une mise à feu électrique qui se fait via les palonniers, soit du tireur, soit du chef d'engin. Alors j'ai appris que les palonniers étaient aussi à la main. Est-ce que c'est des palonniers au pied ou des palonniers à la main chez vous? Ceux-là, ils sont à la main uniquement pour le fonctionnement nominal, oui. Bon les amis, j'espère que vous avez plu. Oula, aïe. Bon ici, on termine la visite à l'intérieur. Regardez, ici, c'est la place du chef. Il est là. Moi, je suis à la place du tireur. Vous avez vu, c'est confortable, c'est grand, c'est sympa, c'est un super véhicule. Mais il y a la clim. Évidemment. Attendez, on a la clim à côté. Mais d'ailleurs, mon colonel, vous êtes de quel régiment? Je ne vous ai même pas demandé. Je suis de la section technique de l'armée de terre, donc l'unité de l'armée de terre en charge des évaluations des équipements. Et là, où est-ce qu'on peut se retrouver avec ce véhicule? Il faut être affecté où? Actuellement au 1er régiment étranger de cavalerie de Carpiagne, le régiment infanterie chars de marine de Poitiers est en cours de formation. Eh bien les amis, engagez-vous, vous serez heureux, vous pourrez voler et travailler sur le Jaguar. Est-ce qu'il y a des drones? Pas encore sur le Jaguar, il sera plutôt dans les véhicules d'accompagnement. Ok, les véhicules d'accompagnement. On vous dit à très bientôt avec l'armée de terre. Et puis ici, c'était encore une fois l'IHEDN. Regardez tous les jolis véhicules qui nous sont présentés à l'école militaire.